Bonjour, bonjour à ceux qui sont présents pour ce premier atelier de coaching solidaire. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la première fois qu'on se retrouve, je crois. Ah non, pas la première fois. Je vous avais fait un petit message après mon retour de vacances. Alors, écoutez, j'espère que vous allez être plusieurs, voilà, à participer. Je vois que quelques personnes commencent à arriver. En attendant que ceux qui pouvaient être présents, qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de rendez-vous, etc., puissent se connecter. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce projet d'atelier de coaching solidaire, comme je l'ai appelé. Ça m'a fait plaisir de voir que l'idée, en tout cas, vous séduisait. Et puis, je vous remercie également pour les votes, puisque je vous ai soumis les sujets qui m'avaient été proposés et vous avez été, ma foi, plusieurs et nombreux à répondre et à voter. Donc, merci à vous pour votre contribution, votre participation. Hein, ça permet que ce groupe vive et que chacun il puisse y trouver ce qu'il cherche et qu'en tout cas, ça apporte quelque chose. Donc, merci beaucoup. Je vois qu'on est quelques-uns à s'être connectés. Bonjour Eric, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours plaisir de vous voir parce que ça fait un moment que vous nous suivez. Crème glacée, quel beau nom. Bonjour. Christelle, on a Xandra et Caroline qui êtes avec nous. C'est super, merci beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir partager. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans le chat, justement là où vous écrivez, pour pouvoir participer. Donc sur le sujet aujourd'hui qui va nous occuper, puisque le thème que vous avez retenu est celui qui m'a été proposé par Jacques, qui m'a posé la question suivante. Donc il me disait la chose suivante: en burn-out depuis plus de 8 mois, je vais maintenant mieux, mais je suis toujours en arrêt de travail. Mon burn-out est digéré. Maintenant, comment reprendre sur un nouveau projet et quel type de coaching peut aider à co-construire un projet? Il précise qu'il a 58 ans. Alors, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'échanger avec Jacques tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la matinée, pour bien comprendre avec lui sa situation. Donc, ce qu'il m'a dit de plus, c'est que donc Jacques travaille dans le secteur de la formation professionnelle. Il tenait un poste de responsable administratif qu'il occupait. Enfin, en tout cas, il travaille dans cette boîte depuis 28 ans maintenant. Donc, encore une fois, voilà, plus de 8 mois en burn-out. Donc, les choses commencent à être digérées, mais pas totalement, parce qu'il précise qu'il est encore fatigué, facilement épuisé. Que sa structure par ailleurs est en train de faire un plan social, donc qu'il existait par ailleurs des accompagnements possibles avec un congé de reclassement sans doute, mais qui nécessitait qu'il soit prêt à présenter un projet pour septembre-octobre, ce qu'il n'était pas en mesure de faire. Donc c'est une piste qu'il a abandonnée. Et voilà, il commence à vouloir penser à ce qu'il pourrait faire et à comment il pourrait être accompagné dans ce projet. Sachant qu'il envisage peut-être un petit peu plus la création d'entreprise parce qu'il a envie de pouvoir travailler à son rythme demain. Et il ne se revoit pas forcément en train de retravailler en tant que salarié. Qu'est-ce qu'il m'a précisé également? Chose importante, c'est que Jacques, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais a la chance d'être bien couvert au niveau de la prévoyance de l'entreprise, et que donc aujourd'hui, il a la possibilité de bénéficier d'un salaire à temps plein, ce qui est une chose à taux plein, pardon, ce qui est une chose importante. Je sais que c'est pas le cas de nombreux d'entre vous qui malheureusement n'avaient pas forcément toujours la prévoyance qui va bien, mais ça dépend de votre entreprise pour pouvoir être accompagné sur le plan financier et tout du moins pendant son temps d'arrêt de travail, ne pas avoir trop de manque à gagner, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de devoir être obligé de retourner travailler, non pas parce qu'on se sent prêt et parce qu'on a préparé son retour, mais parce que pour des raisons financières, on n'a pas le choix. Donc, c'est pas son cas, fort heureusement, et c'est un point important parce que ça signifie aussi que Jacques n'a pas de pression pour retourner travailler ou pour construire son projet professionnel. Donc, il pourra prendre le temps de le construire, et ça, c'est quelque chose de très bien. Et puis, il me précisait également qu'il avait eu à faire, alors c'était un peu plus au début de son burn-out, c'était sans doute pas le bon moment, à faire à la PEC, et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà.
Donc, j'imagine que peut-être certains d'entre vous qui nous suivez aujourd'hui avez vous aussi eu des occasions de tester des choses pour vous accompagner à rebondir sur le plan professionnel, pour vous accompagner à réfléchir sur un nouveau projet professionnel. Donc, je compte sur vous vraiment pour que vous puissiez nous faire part de ce que vous avez vécu, si tel est le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, il se trouve que alors j'ai de la chance pour un premier sujet. C'est un sujet quand même que je maîtrise peut-être un petit peu mieux que d'autres qui étaient proposés, qui m'auraient demandé en tout cas beaucoup plus de travail. Donc, je vais vous faire part de ce que je connais. C'est pas forcément exhaustif, donc encore une fois, vous êtes là pour compléter. Je vous donnerai aussi mon avis par rapport à ces dispositifs-là, quand j'ai un avis, en tout cas. Bien évidemment, c'est mon avis, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et faire part de votre propre avis, bien évidemment. C'est ça tout l'objectif de se retrouver aujourd'hui ensemble. Je vois qu'Éric dit oui, le point du salaire est important pour pouvoir repartir ailleurs. Effectivement, c'est un point clé et c'est important de ne pas avoir de pression. Alors, oups là, je fais bouger tout le bureau. N'ayez pas peur, c'est pas chez vous que ça tremble, c'est sur mon ordinateur. Bon, alors. Juste avant de parler des différents types d'accompagnement possibles pour vous accompagner à construire un projet professionnel, je voudrais revenir sur un élément qui me semble absolument primordial avant de parler de ce sujet. Le point sur lequel je veux revenir avec vous juste avant de parler encore une fois des types d'accompagnement possibles, c'est le fait que, je l'ai déjà dit, mais si vous me revoyez, je le répète, à quel point il est important de se poser la question du moment où vous entamez cette réflexion. À quel moment pouvez-vous vous lancer dans la réflexion d'un nouveau projet professionnel? Parce que c'est une erreur, encore une fois, que l'on commet tous, je le sais, et qu'on a tendance à commettre tous, c'est de vouloir aller trop vite, c'est de vouloir être pressé, tout simplement parce qu'on a horreur du vide, qu'on est parfois dans l'angoisse par rapport à ce qu'on pourrait faire demain ou à ce qu'on pourrait reprendre, etc. Donc, comme la nature a horreur du vide, eh ben, on va parfois aller un peu trop vite en besogne et commencer à faire des démarches et se lancer dans des dispositifs avant même d'avoir passé une des premières étapes qui est de s'être reposé et d'avoir retrouvé toute sa forme, en tout cas un maximum de sa forme avant de pouvoir commencer à réfléchir au sujet. Et ça, c'est vraiment un point clé parce que si vous n'êtes pas prêt, je peux d'ores et déjà vous dire que les résultats que vous obtiendrez, quel que soit le dispositif dans lequel vous allez vous lancer, eh bien, les résultats ne seront pas là parce que voilà, vous n'êtes pas encore en état psychologiquement, physiquement, de vous lancer dans cette réflexion. Donc, c'est vraiment un point important. Il faut attendre ce que j'appelle le bon moment. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon moment? Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à se lancer dans cette réflexion sur un projet professionnel? Voilà, plusieurs pistes peut-être pour vous aider à savoir si oui ou non vous êtes dans le bon moment. Eh bien, le premier, c'est, comme je le disais, d'être suffisamment reposé, d'avoir retrouvé de l'énergie et d'avoir retrouvé le moral, mais surtout déjà d'avoir retrouvé de l'énergie. Ce qui n'est pas le cas de Jacques. Hein. Je rebondis tout de suite sur le cas de Jacques, mais Jacques, aujourd'hui, mais vous le savez, hein, mais vous commencez déjà à réfléchir à des choses. Pour moi, vous n'êtes pas encore dans le bon moment. Encore une fois, continuez à vous reposer, à vous ressourcer, mais il est trop tôt pour commencer à vous engager dans des réflexions qui vous solliciteraient. Pourquoi c'est important d'être en forme physiquement et psychologiquement? Parce que réfléchir sur un projet professionnel, ça nous puise de l'énergie. Ça nous puise de l'énergie parce que déjà on fait des démarches, on va rencontrer des gens, on va faire des recherches, etc. Et puis aussi ça bouffe de l'énergie parce que forcément c'est toujours un peu stressant. On a des préoccupations, on a des angoisses, on a peur d'y arriver, il y a des choses qui nous font peur et ça aussi, ça puise dans l'énergie. Donc si vous n'êtes pas encore revenu au compteur suffisamment haut dans votre jauge d'énergie, eh bien finalement cette démarche-là va ralentir votre processus de convalescence. Donc
encore une fois, n'allez pas trop vite. Donc, première piste, en tout cas, c'est d'avoir retrouvé, voilà, physiquement, encore une fois, de l'énergie. Deuxièmement, généralement, moi je dis que c'est le bon moment quand vous avez compris ce qui vous avait conduit au burn-out, vous avez pris du temps, en tout cas pour analyser les choses, et vous êtes capable d'avoir aujourd'hui de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Typiquement, vous êtes capable d'en parler sans émotion, en tout cas sans avoir les émotions à fleur de peau, parce que, encore une fois, vous avez pris justement cette distance. Et ça, c'est vraiment encore une fois important. Moi, j'ai connu des personnes qui ont voulu aller trop vite et ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, tout simplement, elles ont fait des démarches, bilan de compétences ou autres, qui n'ont rien donné parce que, encore une fois, elles n'étaient pas prêtes, ou alors elles ont foiré des entretiens de recrutement, excusez-moi de l'expression, mais parce que au moment où il fallait un petit peu s'expliquer sur le pourquoi elles recherchaient ailleurs, les choses sont remontées et l'émotion a pris le dessus, et face à un recruteur, c'est pas l'idéal. Ou bien, autre possibilité, ce sont des personnes qui se sont jetées sur la première occasion ou la première opportunité venue de quitter leur employeur, quitter leur ancien poste, et au final, elles se sont rendues compte quelques mois après qu'elles avaient fait le mauvais choix et se sentaient coincées, donc c'était pas non plus l'idéal. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur ce bon moment avant de commencer à réfléchir sur ce sujet. Pour ceux qui sont, pour qui le burn-out est encore un peu frais, encore une fois, hein, c'est pas que je veux, comment dire, mettre en avant ce que je propose, mais vraiment, je vous invite à regarder le programme Rebondir sur mon site web, ce que Jacques a fait d'ailleurs. Hein. Jacques est un des premiers clients qui a suivi le programme Rebondir pour vous aider justement à prendre du recul, comprendre ce qui s'est passé et analyser les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Dernière chose sur ce sujet du bon moment, c'est une chose toute bête mais qui me semble importante de préciser, c'est que attendre le bon moment, ça ne veut pas dire forcément attendre le moment où on a envie de retravailler. Parce que si vous attendez ça, ça peut durer plus longtemps déjà, parce que voilà, très souvent on n'a pas forcément l'envie de retravailler, on a trouvé un rythme de vie qui est différent, qui est souvent beaucoup plus posé, où on prend le temps de profiter d'un certain nombre de choses, donc on n'a pas forcément l'envie de retravailler. Pour autant, voilà, il faut commencer à enclencher des démarches quand, encore une fois, vous commencez à avoir retrouvé de l'énergie. Il ne s'agit pas d'attendre, encore une fois, le dernier moment que vous soyez donc obligé de reprendre, voilà, sans avoir réfléchi et obligé de reprendre votre poste pour commencer à enclencher des démarches, parce que forcément, reprendre le boulot et en même temps réenclencher une démarche de réflexion, ça va faire beaucoup trop d'un coup et c'est pas l'idéal. Donc prenez-vous-y plutôt avant. Tout comme si vous êtes au chômage, il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment, d'être enfin de droit assédique pour commencer à bouger, parce que là aussi, du coup, on va être mis sous pression et on va pas avoir l'esprit serein pour commencer à réfléchir à tout ça. Donc voilà, prenez-vous-y un petit peu plus tôt et n'attendez pas le dernier moment. Et encore une fois, c'est pas nécessairement avoir l'envie de retravailler, mais ce qui va se passer, c'est que en étant accompagné, en étant guidé dans votre réflexion, eh bien petit à petit, vous allez retrouver de l'envie parce que vous allez travailler justement sur un projet qui va vous donner envie. Et c'est en travaillant sur ce projet qui va vous donner envie que vous allez retrouver l'envie de travailler, ou plus exactement l'envie de travailler sur le projet sur lequel voilà, sur le projet que vous aurez construit. Donc voilà comment revient l'envie de travailler, c'est en réfléchissant sur un projet qui nous fait du bien et qui nous plaît. Voilà. Mais encore une fois, on n'attend pas de se lever un matin en disant tiens, aujourd'hui, ça y est, j'ai envie de travailler. Encore une fois, pour ma part, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez, mais moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis reposée pendant à peu près 6 mois. C'était d'ailleurs à cette époque-là, en septembre, bon voilà, au moment de la rentrée, etc., je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, et j'ai enclenché ensuite un accompagnement avec une personne que j'avais rencontrée, une coach que j'avais rencontrée en octobre, qui s'est donc poursuivie jusqu'en décembre, et puis ensuite les choses se sont enchaînées un peu vite pour moi, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça c'était l'introduction, mais ça me paraît hyper important de préciser et d'être bien d'accord sur ces choses-là, parce que si encore une fois on va trop vite, eh bien on n'arrivera pas à des choses positives. Alors,
On va parler donc des différents types d'accompagnement possibles. Juste avant ça, c'est vrai que tout va dépendre de votre projet. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, vous ne savez pas encore si vous avez envie de revenir à votre ancien poste de travail, vous ne savez pas si vous voulez conserver le même métier mais aller travailler ailleurs. Vous êtes peut-être ouvert à l'idée de faire autre chose, mais vous n'avez pas forcément d'idée de quoi. Ou bien alors si vous avez des idées, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon, ce projet. Bref, il peut y avoir plusieurs possibilités. Tout comme vous pouvez avoir l'envie de créer votre entreprise pour pouvoir, comme Jacques, travailler à votre rythme. Donc, les projets peuvent être différents, bien évidemment, et en fonction de vos projets ou de ce que vous avez, eh bien, les choses vont se passer différemment. Et peut-être que certains dispositifs vous répondront, vous parleront plus que d'autres. Juste peut-être avant de commencer, moi voilà les différentes possibilités que auxquelles j'ai pensé, et vous allez me dire si vous en voyez d'autres et si vous en avez testé d'autres. Moi, ceux dont je pense vous parler, eh bien, c'est le bilan de compétences, qui est un dispositif qui peut vous aider. Le conseil en évolution professionnelle ou CEP, qui est un nouveau dispositif depuis le début de l'année dont je vais vous parler. Les accompagnements de Pôle emploi avec notamment leur dispositif Active Projet, Active Créa, Active Emploi. L'APEC, avec l'accompagnement dont ils peuvent faire preuve. Il y a éventuellement donc des cabinets de reclassement, comme ça peut être le cas de Jacques, en tout cas s'il avait pris cette option-là, ou enfin eh bien, des coachs professionnels ou des organismes privés. Voilà. Voilà, moi en tout cas, les dispositifs auxquels j'ai pensé et qui me sont venus à l'esprit. J'ai peut-être pas pensé à tout. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Voilà, merci de me répondre dans le chat si vous avez, vous, tenté d'autres choses et de me dire de quoi il s'agit. Alors, j'ai toujours un petit décalage entre le moment où vous m'écrivez. Ah, mais vous m'avez beaucoup écrit, pardon. C'est toujours le même problème, c'est qu'il faut... j'ai utilisé le curseur pour voir tous les commentaires. Alors, Caroline qui me dit j'ai un rendez-vous rythme APEC une fois par mois. C'était bien par rapport à ma capacité physique et psychologique. Ok. Moi non plus, je ne suis pas encore prête malgré 10 mois d'arrêt, encore beaucoup de chemin à parcourir. Ben voilà, il faut se laisser, il faut s'écouter. Voilà, c'est ce qu'on se disait avec Jacques ce matin. Nous qui ne nous sommes pas suffisamment écoutés, écoutons-nous et quand on sera prêt, on le sentira. Hélène, je crois aussi qu'il faut prendre beaucoup de temps car pendant cette période, nous évoluons énormément. Vouloir aller trop vite, c'est peut-être prendre des directions et se fermer des portes. Ouais. Je n'ai pas envie de retourner pour le moment. Caroline n'a pas envie de retravailler. Je me lance comme bénévole au sein d'une association de parents d'élèves. Ah, bonne idée ça aussi, effectivement, oui, de faire du bénévolat. C'est une bonne chose, c'est un point qu'on peut se rajouter, c'est une bonne façon de remettre le pied à l'étrier dans une activité professionnelle, dans un rythme professionnel, tout en y allant à son rythme petit à petit, de re-rencontrer du monde. C'est une très bonne idée. Je vais donner des cours d'alphabétisation, ok. Caroline, important de prendre rendez-vous avec le médecin du travail qui peut faire le lien avec le service RH pour le retour en entreprise. Alors oui, il peut nous aider au retour dans l'entreprise. En revanche, là, moi, je ne l'ai pas forcément évoqué puisque du coup, c'est pas vraiment repartir dans un autre projet professionnel, mais c'est repartir dans le même projet professionnel, en tout cas au même poste. Mais effectivement, la médecine du travail peut aider. Xandra qui dit « Le bilan de compétences, pour ma part, je l'avais commencé quand je suis tombée en burn-out et heureusement que l'accompagnant était là. » Ok. Donc, merci, je crois que c'est Caroline pour cette idée du bénévolat qui peut être aussi une bonne piste à creuser, même si ça ne rentre pas forcément dans l'idée d'un projet professionnel, voilà, d'une activité professionnelle pour lequel vous allez être rémunéré après. Encore une fois, c'est vrai que c'est une bonne façon de remettre le pied à l'étrier et je trouve que c'est une très bonne idée qui en plus est utile, donc tant mieux. Alors, je vais commencer à vous parler des différents dispositifs qu'on a évoqués.
Pardon, excusez-moi, mon téléphone sonne. Donc, le premier, c'est le bilan de compétences. Alors, c'est quelque chose que je connais bien, puisque vous le savez peut-être, mais donc, en tout cas, moi, quand j'ai démarré, j'ai commencé par être consultante, prestataire, en tout cas, dans des centres de bilan de compétences. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, le bilan de compétences est un dispositif dont vous pouvez bénéficier pour vous aider à réfléchir sur votre évolution professionnelle. Ça, je pense que tout le monde a à peu près connaissance de cette chose-là. Il est notamment accessible pour tous les salariés du secteur privé et aussi pour les demandeurs d'emploi, même si parfois et de plus en plus, c'est de plus en plus difficile pour les demandeurs d'emploi d'arriver à ce que Pôle emploi vous finance le bilan de compétences parce qu'ils ont tendance à vous orienter vers des dispositifs qui leur sont propres, mais pour autant, bon, certains y arrivent. Je pense qu'après, c'est très variable selon peut-être le consultant ou selon, je sais pas moi, l'antenne par qui on est suivi. Je sais pas trop dire, je connais pas vraiment les règles de Pôle emploi. En tout cas, c'est encore possible. Pour les personnes du secteur public, je crois que c'est des démarches différentes. Alors moi, je ne connais pas le secteur public, je suis tout à fait honnête avec vous, mais il me semble que effectivement, il faut passer par des procédures particulières. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont du secteur public et peuvent nous renseigner là-dessus, mais je sais que ça se passe pas, en tout cas, comme pour les personnes du secteur privé. Vous pouvez, pour faire un bilan de compétences, alors soit vous êtes cadre et donc vous pouvez vous rapprocher de l'APEC, dont on parlera après, qui est la MPE des cadres, ou le Pôle emploi des cadres, pardon, soit vous rapprocher de centres de bilan de compétences, et généralement, il faut veiller à ce qu'ils soient agréés par votre OPACIF. Alors, c'est un peu du chinois, mais généralement, alors soit si vous êtes du secteur privé, vous tapez sur FONGECIF de votre région, si vous êtes d'autres secteurs comme le centre hospitalier ou autre, mais je sais pas, moi, par exemple, l'uniformation, etc., vous allez pouvoir trouver, en tout cas sur ces sites-là, les procédures à respecter, comment trouver un centre qui peut correspondre à vos besoins et surtout, du coup, choisir un centre qui vous permettra de financer votre bilan de compétences, soit par l'intermédiaire de votre CPF, donc tout ça c'est pour les Français, hein, bien évidemment, c'est-à-dire compte personnel de formation, qui est maintenant devenu le compte personnel d'activité, hein, mais dont vous pouvez bénéficier pour financer votre bilan de compétences. Soit il sera financé par Pôle emploi, mais généralement, ils vous demanderont de contribuer en utilisant votre compte personnel de formation, ou parfois, votre employeur sera d'accord pour le prendre en charge sur son plan de formation. Mais en tout cas, voilà, c'est un dispositif qui permet d'être financé. Alors oui, Eric qui dit oui, le secteur public c'est bien compliqué car je suis dans la fonction publique territoriale. Voilà. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'avais regardé une fois pour une personne, mais je crois qu'ils doivent faire la demande à leur service. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans. J'avoue que je vous laisse dire. Donc le bilan de compétences pour y revenir. Alors généralement, hein, ça coûte combien? Tout dépend si vous êtes en province ou en grande ville, mais on va dire c'est dans les alentours de 1 500 €, 1 500 à 2 000 €. Ça peut dépendre encore une fois de l'organisme et puis du lieu où vous êtes. Si vous êtes sur Paris, forcément c'est plus cher, mais en province, voilà, c'est environ 1 500 € à peu près. Donc sachez que ça, voilà, ça vous décomptera ça de votre compte personnel de formation si vous utilisez votre CPF. Donc le bilan de compétences, il se déroule en 24 heures au total. Donc c'est généralement des rendez-vous qui sont variables, souvent 2 heures, 3 heures, voilà, donc espacés dans le temps. Donc c'est une démarche qui se fait en 2 ou 3 mois à peu près, et qui comporte 3 phases. Donc la phase préalable, en tout cas préliminaire, où on définit les objectifs et vos attentes. Une phase ensuite d'investigation, où là, le bilan de compétences avec le consultant, vous allez creuser principalement vos aptitudes, vos compétences professionnelles. Donc vous allez identifier et analyser vos compétences, vos aptitudes, vos caractéristiques personnelles, vos motivations, vos centres d'intérêt, pour envisager des pistes d'évolution professionnelle en étant accompagné. Et enfin, une fois que cette phase d'investigation est faite, on passe à la phase de conclusion qui consiste généralement à vous accompagner pour déterminer et préciser votre projet.
Donc le bilan de compétences, ce qui est important, c'est surtout de bien le choisir, parce qu'il y en a beaucoup, et franchement, le niveau de service est très variable d'un niveau à un autre. Même si les 3 démarches que je viens de vous citer sont les mêmes pour tout le monde, la façon de faire, la façon d'opérer derrière peut être complètement différente d'un centre à l'autre. Ils n'utilisent pas les mêmes méthodes, ils n'utilisent pas les mêmes techniques, donc c'est important de bien choisir votre centre de bilan de compétences si c'est vers ça que vous vous orientez. Déjà, première chose, c'est que généralement, il y a un entretien qui vous est offert avant gratuitement pour rencontrer le consultant, voir qu'il vous explique sa méthode, voir si le courant passe, et ça c'est important de se sentir à l'aise, puisque c'est quelqu'un avec qui vous allez partager pendant 24 heures toutes vos parcours professionnels, vos envies, etc. Donc c'est important de bien le sentir, on va dire, et puis de l'interroger aussi, ça peut être l'occasion de lui poser la question d'un petit peu de savoir quel est son parcours, pour voir un peu en quoi il peut vous aider et quelle est un peu peut-être sa spécialité ou son regard sur le monde de l'entreprise, le marché du travail, la création d'entreprise si c'est ça que vous avez en tête, etc. Et encore une fois, les techniques sont très différentes. Ça peut être utile, le bilan de compétences, si vous avez besoin de retrouver notamment de la confiance en vous et notamment sur vos compétences. Si vous avez le sentiment que vous ne savez plus trop rien faire suite à votre burn-out, que vous êtes un petit peu perdu, le bilan de compétences peut être un moyen pour vous réapproprier vos compétences, puisque le bilan de compétences est principalement, en partie, porte en tout cas sur vos compétences acquises au cours de votre parcours professionnel. Donc ça peut être un bon moyen de retrouver de la confiance. À partir de ces compétences acquises, eh bien voilà, vous allez pouvoir ensuite extrapoler en fonction de vos envies, de tests qui seront faits, etc., sur des pistes de projets professionnels sur lesquels ensuite vous allez être guidé pour pouvoir réussir à les approfondir et réussir donc à définir le projet qui vous convient le mieux. Alors, l'avantage du bilan de compétences, c'est que il permet déjà un temps de recul. C'est quand même un temps pour vous pendant 24 heures où vous allez pouvoir parler de vous, vous poser des questions tout en étant accompagné pour le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de réfléchir et de prendre du recul. Il va, comme je le disais, surtout vous permettre de faire le point sur les compétences acquises au cours de votre parcours. Il va vous mettre dans une dynamique, puisque du coup, vous avez un planning de rendez-vous. Et ça, voilà, ça peut aider aussi à reprendre un petit peu un rythme et se remettre le pied dans l'étrier. Et surtout, gros avantage, c'est qu'il est financé et vous n'avez rien à débourser, ce qui n'est pas forcément toujours un avantage. Je dis ça parce que, en tout cas pour aujourd'hui être dans le secteur d'activité, le fait de ne pas payer, c'est aussi une façon pour certains, de ne pas forcément s'engager véritablement dans le processus et dans le travail. Alors que quand on est amené à financer soi-même tout ou partie, en tout cas du dispositif qu'on choisit, eh bien ça demande beaucoup plus d'engagement et de volonté et d'envie pour pouvoir aller au-delà. Et comme on a payé aussi, on est plus demandeur et on est plus en droit de se dire quand ça nous plaît ou quand ça nous plaît pas. Donc, mais ceci dit, pour des personnes qui, financièrement parlant, n'ont pas forcément la possibilité de faire autrement, c'est quand même un gros plus. Alors, Caroline qui dit, pensez aussi à la VAE, validation des acquis d'expérience, ou la VAP, validation d'acquis professionnels. Alors ça, c'est effectivement des choses qui peuvent permettre à réaliser un projet professionnel. Si par exemple vous avez envie d'évoluer dans votre secteur d'activité, dans votre branche et que vous voulez acquérir des qualifications supplémentaires pour pouvoir être payé plus ou pouvoir obtenir par exemple un poste plus élevé ou plus qualifié, effectivement les validations d'acquis d'expérience sont quelque chose d'intéressant.
Là aussi, je crois que de mémoire, ça dure aussi 24 heures et vous avez la possibilité de vous faire accompagner là aussi par des personnes qui sont spécialisées en la matière, qui vont vous guider pour trouver le bon diplôme déjà et qui ensuite vont vous guider pour pouvoir ensuite construire votre rapport, hein, parce que vous avez une sorte de rapport de stage un petit peu, c'est pas un rapport de stage, mais à compléter pour prouver que vous avez les compétences acquises pour pouvoir valider le diplôme visé. Mais ça, pour moi, ça rentre plus dans le plan d'action du projet, mais encore faut-il déjà avoir une idée de ce que l'on veut faire. Jacques qui dit: «Le premier entretien est très important pour s'engager dans un bilan de compétences». Ouais, vraiment le feeling, la méthode, le sérieux du bilan, c'est vraiment important. Alors je vois aussi quelques inconvénients. À chaque fois, je vais essayer de dire les avantages et les inconvénients. Les avantages, je viens de les dire. Je ne sais pas si j'étais assez précise sur la façon dont ça se passe. Dans les inconvénients, ce qu'il faut savoir, puisque pour le coup, voilà, j'ai encore une fois bien connu le secteur, c'est que les bilans de compétences, comme c'est des dispositifs qui sont financés, eh bien, il se trouve que très souvent, les centres de bilan de compétences ont une très très faible rentabilité sur les bilans de compétences. Hein, parce que, encore une fois, 1 500 euros, c'est du TTC. Il faut qu'ils payent leur bâtiment, leur structure, leurs charges, le salaire de la consultante. Donc, grosso modo, en gros, il ne reste pas grand-chose pour le centre de bilan de compétences. Donc, c'est souvent des dispositifs qui ne sont pas rentables pour les centres de bilan de compétences. Souvent, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils font d'autres choses. Par conséquent, ce qu'ils ont tendance à faire, et c'est ce à quoi vous devez veiller si vous allez choisir un centre, c'est qu'ils ont tendance souvent à multiplier les sessions collectives, les heures où ils vont vous mettre devant un PC pour faire vos recherches de chez eux. Donc ça va compter dans les 24 heures, mais finalement vous auriez très bien pu le faire de chez vous en faisant vos recherches tranquillement quand vous en aviez envie, plutôt que de vous déplacer dans le centre ou de vous mettre devant des tests à compléter. Donc ça, c'est des moyens qui sont utilisés de plus en plus pour pouvoir prendre plus de personnes en même temps et donc retrouver un petit peu plus de rentabilité. Tout comme les sessions collectives, c'est pas l'objet. Hein. Normalement, un bilan de compétences, c'est quelque chose d'individualisé. Donc, si vous voyez qu'on vous parle de sessions collectives, c'est un peu dommage. Donc, allez voir ailleurs. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir un consultant qui vous est totalement dédié pendant les 24 heures et qui, le plus possible, en tout cas, limite les temps devant un PC ou à remplir des tests qui vont encore une fois occuper les 24 heures parce que c'est un peu une façon je trouve, de maquiller, je trouve, les 24 heures. Donc ça, prenez-y garde et n'hésitez pas à les interroger sur ce sujet-là. Et l'autre chose en tout cas qui est aussi lié au fait que le bilan de compétences est souvent assez peu rentable, c'est que malheureusement, alors c'est pas une généralité bien évidemment ce que je vais dire, mais que très souvent le profil des consultants qui font des bilans de compétences, eh bien là aussi a tendance à être tiré vers le bas. Parce qu'encore une fois, c'est des métiers finalement qui payent pas beaucoup. On n'est pas très loin du SMIC, hein, tout comme les conseillers Pôle emploi. Hein, on doit être à 1200, 1300, quelque chose comme ça. 1008 vraiment pour les bruts, pour les plus expérimentés. Donc ça reste des petits salaires. Si je peux me permettre ça, c'est vrai, voilà, c'est pas des gros salaires, ce qui fait que forcément ça a un lien aussi avec le parcours de la consultante ou du consultant que vous avez en face de vous, et qui font que pour le coup, le retour qu'elle est capable de vous faire, les conseils qu'elle est capable de vous donner, ils sont peut-être moins pertinents que quelqu'un qui a peut-être une expérience ou un vécu qui est plus important, mais qui n'occupera pas ce poste-là parce qu'encore une fois, la rémunération sera sans doute pas au rendez-vous pour quelqu'un qui a un petit peu plus de background, comme on dit, de recul, d'expérience et de choses à raconter et sur lesquelles il ou elle va pouvoir s'appuyer pour vous accompagner. Donc ça, c'est un des éléments quand même qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte. Donc l'autre inconvénient que je vois, moi, pour les bilans de compétences, c'est que le bilan de compétences s'appuie beaucoup sur et essentiellement sur vos compétences acquises. Sur donc votre parcours. Vous allez passer de nombreuses heures à refaire votre parcours pour voir quelles sont les compétences que vous avez mises en œuvre dans telle ou telle expérience. Alors pour certains, encore une fois, ça peut avoir un effet bénéfique sur la confiance en
soi notamment, et voilà, et se permettre encore une fois de se réapproprier tout ça. Mais moi, j'estime personnellement que pour construire un nouveau projet professionnel, quand on a envie de partir sur éventuellement autre chose, ça n'est pas forcément sur la compétence qu'il faut s'appuyer, mais plutôt sur la personne, sur ce qui vous fait vibrer, sur les sujets qui vous intéressent, sur votre personnalité, etc. Et à partir de là, ensuite, s'appuyer et regarder les compétences qu'on a déjà d'acquises pour pouvoir réaliser le projet qui nous intéresse. La démarche, en tout cas pour moi, est à l'inverse. Pour le bilan de compétences, encore une fois, le point de départ, c'est vos expériences, c'est vos compétences. Et c'est à partir de là, voilà, qu'on va chercher ailleurs et chercher à transférer. On parle de compétences transférables, hein, mais donc transférer vos compétences sur un autre projet qui pourrait mieux vous correspondre. Je ne sais pas si je suis claire, mais du coup, vous voyez que l'angle d'entrée est vraiment basé sur la compétence acquise. Et encore une fois, pour moi, c'est pas toujours le meilleur moyen pour des personnes comme vous et moi quand on a envie de faire autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'imaginons que vous avez toujours travaillé dans un secteur qui vous a jamais vraiment branché, eh bien vous aurez beau prendre les choses dans tous les sens, et ben vous aurez toujours des compétences liées au travail que vous avez fait. Et donc si on se base là-dessus pour construire un nouveau projet professionnel, eh ben je pense qu'on a de fortes chances de passer à côté de ce qui pourrait vraiment nous intéresser. Donc, encore une fois, mieux vaut partir, je trouve, de la personnalité. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Ok, on parlait de la VAE. Sandra, la VAE, c'est un accompagnement sur 9 mois. Ok. Oui, parce que généralement, voilà, c'est le temps de l'acquisition d'un diplôme. Il faut le temps de rédiger quand même encore ce fameux rapport, donc c'est long. Eric dit, oui, c'est une triste réalité qui prend de plus en plus d'importance d'après les échos que j'ai eus en échangeant avec d'autres. Merci à Catherine de cette franchise. J'imagine que vous me parlez de la question de la rentabilité des bilans. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui et ça va même être, je vais vous dire, de pire en pire avec le nouveau dispositif dont je vais vous parler juste après, qui est le conseil en évolution professionnelle, parce que très clairement, la loi avec la réforme sur la formation professionnelle qui a eu lieu là en 2019 est en train de faire bouger les lignes et grosso modo, je pense que à terme, dans quelques années, on aura sans doute de moins en moins de centres de bilan de compétences et on va essayer de rapatrier les personnes qui veulent des renseignements sur ce genre de choses, plutôt vers des organismes existants du type Pôle emploi, APEC, Cap emploi, Mission locale, etc., où on a des consultants qui sont payés par le service public déjà pour le faire. Donc, ils essayent de remonter les compétences des personnes pour qu'ils soient en mesure d'accompagner les salariés ou les demandeurs d'emploi et pour le coup, d'éviter à devoir payer un prestataire externe pour que vous fassiez un bilan de compétences ailleurs. Donc, de plus en plus, je pense que les centres de bilan de compétences ont un petit peu de soucis à se faire pour les années qui viennent. C'est ma perception des choses. Et les centres de bilan avec qui je travaille ont ressenti effectivement une baisse depuis cette année de demande de bilan. Donc, je pense que ça ne devrait pas aller en s'arrangeant. Mais en tout cas, pour le moment, ça existe et c'est quelque chose qui peut être utile pour certains. Alors, est-ce que j'ai là dans les personnes qui nous regardent en direct des personnes qui ont réalisé un bilan de compétences et qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, quel est votre retour, vous, sur ce dispositif? D'après ce que j'ai vu, j'en ai pas vu encore. Alors, Jacques m'a parlé du bilan de compétences, mais on n'en a pas parlé ce matin, donc je ne sais pas si vous en aviez déjà fait. Donc en tout cas, dites-moi si vous en avez déjà fait ou pas. Encore une fois, il y a toujours ce petit décalage. Est-ce que vous en avez pensé? Moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, alors il se trouve que il n'est pas rare que des personnes aient fait au préalable des bilans de compétences qui n'aient pas forcément donné quelque chose et qui n'en étaient pas forcément satisfaites pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de la façon dont c'est fait, la façon dont on prend les choses, encore une fois plutôt sur la compétence que sur la personne, et qui pour le coup ne s'y étaient pas retrouvées et n'en étaient pas pleinement satisfaites. Maintenant, je sais que j'ai accompagné aussi des gens dans le cadre de bilan de compétences qui ont été satisfaits et qui ont pu rebondir vers un autre projet. Je pense que c'est aussi beaucoup une histoire de consultante. Alors je dis toujours consultante, pardon, de consultant ou de consultante, mais c'est encore très souvent une question de personne. Bon, bah écoutez, je vois pas. Ah si.
Je vois pas de réponse. Xandra qui dit, moi j'ai bien aimé, mais je suis restée sur ma faim. Alors c'est-à-dire, Xandra, ça veut dire quoi, je suis restée sur ma faim? C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, que expliquez-nous un petit peu, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Jacques, il me dit, j'en ai fait un il y a quelques années, mais bof. Bon, bah, donc, bon. Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite, Xandra comme Jacques, sur bah, les raisons pour lesquelles bah, vous êtes resté sur votre faim ou vous n'avez pas trouvé ça génial? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous? Ça peut être intéressant pour les personnes qui se posent la question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est sur la question de Jacques, mais bien évidemment, plus largement, je pense qu'on est pas mal, vous êtes pas mal à se poser la question, donc ça serait intéressant d'avoir votre retour sur le sujet. Donc merci d'être un petit peu plus précis. Xandra me dit, ne m'a pas aidé à finaliser mon projet. Alors ça, c'est effectivement un point intéressant, c'est-à-dire que le bilan de compétences, hein, il va jusqu'à vous permettre d'y voir plus clair sur le projet que vous pourriez faire. En revanche, vous n'êtes pas accompagné très souvent sur la mise en œuvre de ce projet, hein. Le travail du centre de bilan de compétences, très souvent, il s'arrête à, voilà, on a trouvé un projet, on a trouvé le métier, voilà les perspectives d'emploi, voilà les compétences sur lesquelles je vais m'appuyer et que j'ai pour pouvoir réaliser ce projet. Bon, s'il y a des formations à rechercher, généralement, vous allez avoir fait le travail ensemble de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui existe et où je pourrais aller et tout ça. Mais très souvent, ça s'arrête là. Donc, c'est vrai qu'après, bon, il faut se sentir suffisamment armé pour réussir à rebondir et mettre les choses en action parce que le bilan de compétences s'arrête là. Eric, certaines personnes ne sont pas satisfaites et sont contraintes de s'orienter vers un autre projet professionnel comme coach pour définir un projet plus professionnel et surtout personnalisé. Tout à fait. Xandra, le conseiller s'est arrêté effectivement sur la mise en œuvre et donc j'ai dû trouver une conseillère qui m'a aidé après. Ok. Bon, donc c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles vous êtes resté sur votre faim. Est-ce que vous avez des questions sur le bilan de compétences? N'hésitez pas. Je ne sais pas si j'étais suffisamment claire ou pas. Je vais avancer parce que je vois que le temps tourne vite. Donc, je voudrais vous parler du conseil en évolution professionnelle, donc qui encore une fois est un nouveau dispositif, donc qui a vu le jour là au début 2019 avec la réforme sur la formation professionnelle. Donc qu'on appelle le CEP, un conseil en évolution professionnelle. Donc le CEP, ben, en fait, c'est ce que je vous disais, moi, c'est ce qui, à mon avis, dans l'avenir, remplacera les centres de bilan de compétences, puisque c'est ce que je vous disais, on a donc des structures telles que l'APEC, le Pôle emploi, les missions locales ou les Cap emploi, qui ont des personnes qui sont déjà chargées de travailler à l'accompagnement au retour à l'emploi, qu'on est en train, enfin qu'ils sont en train plus exactement de monter en compétences pour qu'ils soient en mesure d'accompagner que ce soit les salariés actifs ou les demandeurs d'emploi dans leur réflexion sur leur projet professionnel. Alors, comme c'est tout nouveau, je ne sais pas comment ça se passe et je n'ai pas d'expérience sur le sujet et je n'ai jamais eu de retour sur le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un a pu bénéficier de ça. Manifestement, ça se passe dans le cadre d'entretiens individuels. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Internet, mais je ne sais pas exactement comment ça se déroule. Et il précise sur Internet que c'est personnalisé. Mais dans quel cadre, comment, pour faire quoi, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, sachez que si vous avez le besoin de réfléchir ou si même peut-être vous avez une idée, si vous avez besoin d'accompagnement, peut-être encore plus sur des projets de formation, hein, on parlait de VAE ou de financement de formation, passer par le CEP et je pense quelque chose qui peut être tout à fait utile parce que forcément, si c'est eux derrière qui appuient votre demande, vous avez beaucoup plus de chances de peut-être voir votre demande de financement acceptée dans la mesure où vous êtes passé par un de leurs dispositifs. En tout cas, ça va forcément aider. Si en revanche vous n'avez pas d'idée du tout de ce que vous voulez faire et que vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez toujours essayer, ça mange pas de pain puisque là bien évidemment c'est encore gratuit, mais personnellement c'est pas bien, je le dis, mais j'émets quelques doutes sur la qualification des consultants et sur leur pertinence. Encore une fois, tout est une question de personne. Moi, j'ai été accompagnée au tout début, lorsque j'étais à Pôle emploi, par une personne de Pôle emploi qui était super professionnelle. Celle qui l'a remplacée après était pas du tout au rendez-vous. Ce que j'entends le plus souvent, c'est plutôt des critiques sur le conseiller Pôle emploi qui suit les personnes et qui est d'une moindre
aide. Maintenant, je pense qu'encore une fois, c'est souvent une question de personnes. Il y a des personnes plus qualifiées que d'autres en fonction de leur parcours. Mais encore une fois, c'est pas des métiers très valorisés, qui sont souvent assez peu rémunérés, assez difficiles aussi, parce que encore une fois, ils ont un nombre de personnes à gérer assez important. Tout ça me fait douter, en tout cas, de la qualité éventuelle de la prestation, même si, voilà, encore une fois, ça peut valoir le coup d'essayer, de se renseigner, et puis ma foi, on peut avoir la chance de tomber sur un bon consultant qui sache bien nous accompagner et bien nous renseigner. C'est tout à fait possible. Je ne veux pas faire de généralité, mais je l'ai dit, en même temps, je donnerai mon avis. Je vois que Lisa me disait, j'en ai fait un il y a 6 ans, je n'en ai rien retiré, effectivement. Donc on parle des bilans de compétences. Effectivement, trop sur les compétences acquises, pas assez ouvert dans les échanges. Je crois aussi à l'importance de partir sur les envies, même les plus irréalistes, pour aller vers un vrai projet. Eh bien, Lisa, je suis tout à fait d'accord avec vous. Jacques, pas intéressant dans la méthode, c'était avec l'APEC, mais pour la mise en œuvre, pas d'accompagnement. Donc on reste sur sa fin. Donc bon, on voit que les deux avis ont tendance à confirmer ça, c'est le fait que voilà, on est plus axé sur la compétence et un petit manque sur l'accompagnement. Alors oui, CEP avec l'APEC, Caroline, d'accord, ok. Très bonne méthodologie. Ah, d'accord, avec Paris, ben, c'est intéressant. Donc, comme quoi, voilà, ça peut être intéressant d'aller voir. Jacques nous dit, avant de s'engager dans un bilan de compétences, il faut bien s'interroger sur ce qu'on recherche exactement. Caroline, je vais m'appuyer sur son compte rendu pour envisager un éventuel retour, mais dans un nouveau service et nouvelle fonction. Donc là, elle parle du CEP. Donc manifestement, ça vous a servi, Caroline. Donc c'est intéressant d'en parler. Mais vous avez aussi donc travaillé sur les compétences transférables. Ok. Ah, Jacques qui me dit, je n'ai plus de son, plus d'image. Est-ce que vous êtes tous dans ce cas? Auquel cas, Jacques, appuyez sur la petite roue là pour rafraîchir votre internet parce que ça a peut-être bugué de votre côté. Et puis les autres, bah, dites-moi si vous m'entendez toujours et si vous me voyez toujours, parce que moi je suis toujours là. Et manifestement, je crois que j'ai encore des personnes avec moi. Donc le CEP, encore une fois, pour trouver chaussures à votre pied, renseignez-vous auprès de Pôle emploi, l'APEC, Cap emploi si vous êtes travailleur reconnu handicapé ou si vous êtes moins de 26 ans dans les missions locales. Voilà, c'est là où vous pourrez trouver des renseignements et éventuellement quelqu'un qui vous accompagnera sur le sujet. Donc là encore, hein, les avantages, c'est que c'est gratuit. C'est ce que je disais, si ça débouche sur un projet de formation, je pense que c'est un plus que d'être passé vers eux. Et l'inconvénient, peut-être entre points d'interrogation, en tout cas sur la qualité de l'accompagnement. Mais en tout cas, Caroline a une très bonne expérience sur Paris. Donc, comme quoi, ça peut être utile pour certains. Pensez-y. Troisième dispositif, c'est les dispositifs de Pôle emploi. Donc là aussi, vous allez me dire si vous en avez bénéficié. Alors c'est généralement leur dispositif, il s'appelle Active Emploi quand on recherche un emploi. Donc là, on est accompagné dans comment faire des recherches d'offres d'emploi, comment refaire son CV, etc., etc. Active Projet, donc là c'est plutôt justement sur qu'est-ce qui pourrait me plaire et comment ça pourrait fonctionner. Et Active Créa, qui, lui, est plus centré sur la création d'entreprise. Alors, j'avais Gaëlle, donc une personne que j'avais accompagnée, qui avait suivi Active Créa. Alors, c'est des sessions qui se font de façon collective. Je ne sais pas sur quelle durée. Là encore, vous allez me dire si vous y avez participé. Moi, je ne l'ai pas fait. Ah, ça a coupé aussi tout à l'heure. Images et son, ok. Bon, ok. Bon, donc, a priori, vous m'avez retrouvé. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps ça dure. Il me semble que ça dure 2 ou 3 mois. Que c'est un mélange entre sessions collectives, donc où vous êtes plusieurs en groupe pour travailler donc, sur le sujet, selon si vous êtes dans Active Emploi, Projet ou Active Créa. Qu'il y a également un certain nombre de tests ou une sorte de plateforme qui est disponible lors de une plateforme disponible pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir faire des recherches, etc. Donc bon, moi aussi très honnêtement les retours que j'en ai sont assez mitigés.
mais c'est comme tout, je pense que certains peuvent y trouver chaussures à leurs pieds. Est-ce que certains ont connu et ont fait quelque chose avec Pôle emploi de ce genre-là, donc les actifs plan emploi, les actifs projets ou les actifs créa? Si vous pouvez nous en parler, nous en dire 2 mots, ce serait intéressant. Moi, je sais qu'en tout cas, si je reprends alors Gaëlle, en l'occurrence, qui l'avait suivi, vraiment ce qu'elle avait trouvé d'intéressant, c'était surtout le partage avec les autres, puisqu'on est avec d'autres personnes qui sont comme nous sur un projet, alors soit de recherche d'emploi, soit de création de projet, soit de création d'entreprise. Donc, ça permet de se sortir d'un certain isolement, d'une certaine solitude. Ça permet d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques. Ça permet quand même aussi d'être accompagné avec une certaine méthodologie de recherche et d'accompagnement. Donc, ça peut être intéressant. Après, très honnêtement, ça n'est pas très individualisé. C'est-à-dire que vous avez, je crois, 2 ou 3 entretiens individuels uniquement avec un consultant en face à face. Donc, c'est du coup beaucoup basé sur du collectif. Mais encore une fois, des fois, ça peut suffire à créer des déclics, à se poser des bonnes questions, à créer des contacts. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je ne vois pas de réponse en tout cas sur s'il y a des personnes qui l'ont fait ou pas. Donc renseignez-vous, enfin en tout cas votre consultant, votre conseiller, pardon, Pôle emploi, il vous en parlera parce que leur boulot, hein, c'est de vous faire aller dans ces trucs-là. Donc voilà, encore une fois, c'est gratuit, ça peut être intéressant. Si vous vraiment vous recherchez quelque chose de personnalisé, et d'individualiser. Je ne suis pas sûre que ce soit des dispositifs qui vous satisferont parce que, encore une fois, en 2 ou 3 rendez-vous avec un consultant, ça sera pas suffisant. Il faudra aller sans doute au-delà. Alors, pour les personnes qui sont du statut cadre, il existe bien évidemment aussi l'APEC qui propose tout un tas d'accompagnements pour réfléchir sur son projet professionnel. Alors, moi, je sais que j'avais fait appel à eux. Honnêtement, moi, j'ai pas été satisfaite. Encore une fois, je pense que c'est une question de personne. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien qui l'a satisfait, Catherine, mais bon, voilà, moi, j'ai pas été bien accompagnée parce que la personne était effectivement plus centrée sur mon expérience professionnelle qui était dans le milieu RH et avait tendance à me parler du coup du secteur du travail dans le milieu RH. Or, c'était pas forcément ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin qu'on m'aide à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire et non pas à me dire si oui ou non il existait des opportunités. Ça, j'avais pas besoin forcément d'elle pour le voir. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, ça n'a pas été très efficace. Je sais qu'ils font des tests de personnalité aussi. Donc, Jacques m'en parlait ce matin. Je ne sais pas si d'autres personnes n'y ont fait appel. Jacques n'en était pas satisfait également. Qu'est-ce qu'il m'a dit sur la PEC? Il m'a dit, voilà, oui, bah, il me parlait d'un test qu'il avait fait là-bas, où grâce au test, on devait trouver ce pourquoi on était fait et le travail de ses rêves. Donc, il n'y croyait pas trop et ça s'est avéré pas très efficace. Et encore une fois, voilà, des consultants plutôt basés, plutôt centrés sur le marché du travail, donc les postes, plutôt que sur la personne. Donc, c'est ce qui avait aussi un peu déçu Jacques sur l'accompagnement, donc il n'avait pas été au bout. C'était mon cas aussi, sans compter les loupés, moi, avec les consultants qui étaient là, qui n'étaient pas là et qui avaient loupé les rendez-vous. Bref, ça peut arriver. Encore une fois, c'est un dispositif gratuit dont vous pouvez bénéficier. Vous pouvez tomber sur des personnes tout à fait compétentes, donc je pense que ça peut valoir le coup de le faire. Moi, voilà mon expérience, voilà celle de Jacques. Maintenant, s'il y en a d'autres, là, je ne vois plus de commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, moi, ça s'est arrêté à Lisa qui dit pour moi, ça marche. Donc, je ne vois pas d'autres commentaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait appel à l'APEC, auquel cas, parlez-nous-en et dites-nous ce que vous en avez pensé et si vous avez été satisfait de ça. Je continue, du coup, en attendant éventuellement vos remarques. Je voulais parler aussi des cabinets de reclassement.
Donc, qui peut être le cas, vous pouvez très bien, par exemple, convenir avec votre employeur si vous avez décidé de vous quitter dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou, par exemple, d'un plan social. C'est le cas de l'entreprise de Jacques qui est en train de faire un plan social. Donc, les entreprises vont faire un appel d'offres généralement pour trouver des prestataires qui vont travailler sur le reclassement des salariés qui vont les quitter. Donc là, c'est généralement très souvent, hein, c'est des consultants, très souvent des prestataires en freelance qui sont embauchés pour ces missions-là. Donc encore une fois, des profils qui peuvent être tout à fait variables, mais certains peuvent être tout à fait intéressants et qui vont vous accompagner dans la réflexion. Là, moi j'ai un avis quand j'étais RH et que je travaillais avec un cabinet de reclassement, parce que malheureusement dans ma carrière professionnelle j'ai eu à gérer des plans sociaux, ce qui n'était pas la meilleure partie de ma vie, mais bref. Vraiment, l'inconvénient que j'y vois aujourd'hui pour quelqu'un qui recherche quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que le cabinet de reclassement, il est payé par la boîte et qu'il est notamment payé pour un taux de réussite. Et sa réussite, c'est le taux de retour à l'emploi des personnes qui le suivent. Donc, ça peut manquer des fois un peu, je dirais pas d'objectivité, mais vraiment, ils sont centrés là-dessus. Donc, peut-être que certains peuvent passer à côté d'un accompagnement de qualité uniquement parce que ils vont rechercher un seul objectif, c'est je dois l'envoyer là où il y a le plus de perspectives d'emploi pour que d'ici la fin de son accompagnement, je puisse dire à l'entreprise qui m'a payé que on a une personne qui a été reclassée et qui a retrouvé quelque chose. Donc en ça, voilà, ça peut présenter des risques. Maintenant, bien évidemment, c'est encore une fois une opportunité à saisir si vous en avez la possibilité pour être accompagné dans votre réflexion, dans vos démarches, dans vos financements de formation, etc. D'autant que quand on est dans un congé de reclassement, généralement, tout ce qui est financement de formation peut être est pris en charge. Donc, du coup, vous avez tout intérêt à vous faire accompagner par le cabinet de reclassement si c'est prévu dans le cadre de votre licenciement. Et puis, ça vous fera toujours avancer à quelque chose. Maintenant, ayez cette petite alerte en tête qui est, voilà, la personne cherchera toujours à vous recaser le plus rapidement possible puisque c'est son objectif et qu'elle est payée par rapport à ça. Je voulais aussi parler de la CCI, donc des chambres de commerce, notamment pour les personnes qui, certains d'entre vous peut-être, auront ou ont des projets de création d'entreprise. Les chambres de commerce, donc, alors ça peut être variable selon l'endroit où vous travaillez, mais proposent des formations et des accompagnements aux créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est plutôt adapté pour des personnes qui ont déjà une idée de projet, mais qui ne sont pas encore, par exemple, tout à fait sûres que leur projet est viable. Elles ne savent pas sur quel statut demain s'installer. Elles doivent présenter un projet, par exemple, pour un prêt à la banque, etc. Pour tous ces éléments-là, les chambres de commerce et d'industrie sont très intéressantes. Moi, je sais que à mon démarrage de ma vie professionnelle, j'avais déjà eu l'idée à l'époque, un peu folle d'ailleurs, à ma sortie de l'université, de me lancer en tant que consultante. Et j'avais été donc suivre leur formation pendant 2 mois. C'était une formation de 2 mois, donc où on vous préparait et on vous faisait travailler sur votre projet. Donc le préciser, faire des démarches pour se renseigner, faire une étude de marché, comprendre les différents statuts et être capable de choisir un statut, comprendre ce qu'il fallait présenter pour un prêt bancaire si on avait besoin d'un prêt bancaire, etc., etc. Donc honnêtement, moi j'avais trouvé à l'époque, donc ça date un petit peu parce que j'ai quand même un peu vieilli depuis, mais j'avais trouvé ça plutôt bien fait et plutôt intéressant. Et là aussi, l'intérêt c'était d'être entouré avec d'autres porteurs de projets. En termes de réseau, c'était intéressant et en termes de dynamique, c'était intéressant. Donc, mais ça, c'est valable que si vous avez une idée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idée à la base, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté pour vous. En tout cas, il faut sans doute passer par quelque chose avant de pouvoir rebondir dans un second temps, peut-être par quelque chose qui est proposé par les chambres de commerce et d'industrie. Mais pensez-y, regardez dans les chambres de commerce autour de chez vous, regardez sur Internet ce qu'ils proposent. Et honnêtement, moi, voilà, personnellement, j'ai eu plutôt une bonne expérience et un bon retour, même si au final, dans le cadre des démarches, moi, j'avais rencontré mon premier employeur finalement, donc je ne m'étais pas lancée. Mais en tout cas, j'avais tous les éléments pour.
Donc Eric qui me dit, si on n'est pas cadre comme moi, je ne peux pas y prétendre à l'APEC. Donc je recherche des bons plans et des bonnes astuces pour avancer sur l'élaboration des compétences transférables. À ce moment-là, bilan de compétences ou CEP, je pense, peuvent être tout à fait adaptés, Eric. Lisa, je commence l'accompagnement à l'APEC, mais j'ai déjà repéré qu'effectivement, les entretiens étaient centrés sur le secteur et pas ouverts sur une recherche plus large. Ouais. Ben voilà, alors c'est manifestement leur méthode qui est faite comme ça, même si des fois il y a des beaux profils hein, dans les consultants APEC, bon, mais leur méthode, je pense, est effectivement plus basée sur le marché, l'offre, parce que c'est les éléments dont ils disposent surtout en fait. Hein, ils sont riches de ça, riches d'informations, donc en fait ils sont super adaptés. Si vous avez envie de rester dans le même secteur d'activité ou dans le même métier pour voilà apprendre à mieux vous vendre, voir quel est un petit peu le marché, ça c'est super. Du coup, n'hésitez pas à faire appel à l'APEC. Si par contre, voilà, vous avez besoin d'avoir une réflexion beaucoup plus large, on peut toucher les limites du dispositif avec l'APEC. En tout cas, c'est mon vécu, c'est celui de Jacques et c'est manifestement celui de Lisa aussi. Donc, pour le moment, ça semble se vérifier. Ensuite, il nous reste les coachs professionnels. Donc, ou les organismes privés. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché. Hein, et les coachs professionnels, c'est la mode. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est important de vous aussi faire votre marché. De surfer sur le net, de voir ce qui peut exister, de vous renseigner, de le suivre pendant un certain temps, de façon à voir si véritablement sa philosophie, sa méthode, son état d'esprit, etc., tout ça vous parle. Généralement, on va de plus en plus, hein, enfin en tout cas moi c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, plutôt d'aller sur des personnes qui sont spécialisées. Je dis spécialisé parce que, par exemple, moi je sais que je travaille avec des coachs, enfin je travaille pas avec eux, mais en tout cas on est en contact avec des coachs qui sont spécialisés, par exemple, sur les femmes qui sont des jeunes mamans et qui veulent se lancer et qui veulent repenser leur activité professionnelle, ce qu'on appelle les working moms maintenant. J'en ai une autre qui travaille, pareil, sur les jeunes mamans qui veulent, mais cette fois-ci, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent changer de monde. Voilà. Moi, par exemple, je suis spécialisée sur des personnes qui ont connu un burn-out et qui veulent rebondir et voilà faire autre chose. Et je connais d'autres coachs qui sont plus spécialisés sur, on va dire, des populations plus jeunes, c'est-à-dire moins de 26 ans, qui dès le départ se rendent compte qu'ils s'ennuient dans leur travail et qui veulent réfléchir à ça. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a tous, chacun, un petit peu notre angle d'attaque spécialisé sur un public particulier qui ont une problématique particulière. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de vous rapprocher des coachs qui se rapprochent le plus possible de votre situation, selon si vous êtes une working mom, selon si vous êtes créateur d'entreprise, selon si vous êtes concerné par un burn-out, etc. Donc, mais faites votre marché par rapport à ça, prenez le temps de les suivre pendant un certain temps pour voir si ces personnes-là vous intéressent, si voilà, le feeling passe. Ça, c'est important. Et regardez les témoignages. Éventuellement, prenez contact avec eux pour un entretien. Généralement, ils proposent tous des entretiens que moi j'appelle découvertes, mais ils peuvent l'appeler autrement. Pour faire connaissance plus précisément avec eux, se faire détailler la méthode qui est utilisée, comment ils s'y prennent et voir si véritablement voilà, ce qu'ils vous proposent correspond vraiment à ce que vous recherchez. Et c'est important de prendre du temps du coup à bien choisir son coach parce que encore une fois il existe de tout et de rien, donc voilà, c'est l'occasion de voir quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait avant, quels sont les témoignages. Vous pouvez leur demander éventuellement aussi de prendre contact avec des anciens clients à eux pour pouvoir échanger sur des personnes qui ont vécu l'accompagnement et puis voir s'ils en sont satisfaits ou pas et vous faire votre propre idée si oui ou non c'est le coach avec lequel vous avez envie d'être accompagné. C'est important, pourquoi? Parce que forcément un coach, là en revanche, généralement est vraiment individualisé, c'est vraiment dans une démarche d'individualisation.
c'est un peu individuel. Voilà. Donc c'est vraiment personnalisé. Donc là, on a souvent des personnes qui sont plus qualifiées en face, encore que c'est peut-être pas toujours le cas, mais ça nécessite aussi très souvent eh bien, un investissement qui est différent. Et là, pour le coup, on parle d'investissement et d'investissement financier, d'investissement qui vous est propre, parce que c'est assez rare, mais ça peut exister, que vous puissiez utiliser votre CPF justement pour pouvoir faire appel à un coach. Mais très souvent, ça n'est pas le cas et il faut donc financer sur vos deniers personnels. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui est souvent aussi un bon gage d'engagement justement sur votre volonté et votre contribution à l'accompagnement. Et ça, ça peut paraître bête, mais on n'a pas du tout la même implication et le même engagement dans quelque chose que l'on a financé soi-même que dans quelque chose qui est gratuit. Voilà. C'est bête, mais c'est vrai. Donc, c'est un élément important, mais c'est d'autant plus important de, du coup, bien le choisir parce que c'est un investissement et qu'il faut bien l'investir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, en parlant de coach professionnel, je ne veux pas vous parler d'autres coachs, mais en revanche, vous m'excuserez de saisir quand même cette opportunité de parler, enfin, vous m'excuserez ou m'excuserez pas, mais en tout cas, je vais vous parler de ce que je propose dans le cadre d'Envolez-moi, puisque moi, je suis dans cette catégorie de coach professionnel qui peut vous accompagner justement hein, à construire votre projet professionnel. Alors, je suis contente que vous ayez voté, c'est pas moi qui ai choisi le sujet, mais en tout cas, ça me semble important que je vous en parle et que je vous en dise quelques mots. Donc, moi, comme je vous le disais, ma spécialité et ce sur quoi je suis spécialisée, vous le savez, c'est sur le sujet du burn-out. Et moi, dans mes accompagnements, ce que je propose, c'est, à ma connaissance, c'est quasi le seul à le proposer. Enfin, en tout cas, si vous connaissez d'autres personnes, je serais curieuse en MP de savoir qui peut proposer ce genre de choses. Mais c'est déjà d'avoir une réflexion sur votre burn-out. Parce que c'est important, comme je le dis dans d'autres vidéos, mais si vous avez fait un burn-out, c'est que quelque chose ne va pas dans votre vie, dans votre contexte de travail, dans votre environnement de travail. C'est que quelque chose voilà, est venu, votre personnalité, ce que vous êtes vraiment au fond de vous, est venu se percuter à une réalité. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se dire je change d'endroit et puis l'histoire est terminée et ça ira mieux. Il faut prendre le temps, encore une fois, d'avoir compris ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait un burn-out, qu'est-ce qui, dans cet environnement, ne vous a pas convenu et en quoi c'est venu interagir avec votre personnalité, vos croyances, vos valeurs, etc. Donc, en tout cas, est intégré à cet accompagnement une partie qui vise à analyser son burn-out, le comprendre, surtout pour chercher à éviter à ce qu'il se reproduise demain et donc éviter la rechute. Ensuite, ma formation de psychologue du travail fait que j'attache beaucoup d'importance à essayer de comprendre aussi votre propre personnalité, votre fonctionnement, la façon dont vous vous êtes construite ou construit, et quelles sont les croyances limitantes, aidantes avec lesquelles vous regardez le monde autour de vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, la façon dont vous regardez le monde autour de vous, va définir ce que vous vous autorisez ou pas comme projet. Certains, moi je sais que j'avais rencontré des personnes qui disaient par exemple, ah ben non, moi j'estime qu'en France, c'est pas possible de se reconvertir, la reconversion est très difficile, j'ai fait du recrutement, je sais bien que on recherche toujours des personnes qui ont une expérience dans tel ou tel domaine, donc si je veux faire autre chose, de toute façon, je sais que ça va être extrêmement difficile pour moi de me faire embaucher. Quand vous partez avec cette vision-là des choses, eh bien forcément, vous vous fermez beaucoup plus les écoutilles et les ouvertures que si au contraire vous dites, comme Jacques ce matin d'ailleurs, que j'étais ravie d'entendre parler comme ça, en disant l'avenir ne me fait pas peur, ok j'ai 58 ans mais ça me fait pas peur, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours eu envie d'apprendre et quand une consultante ou un conseiller me dit que dans telle ou telle matière dans laquelle j'ai envie de me lancer, il n'y a pas d'opportunité et que j'y arriverai pas, il a envie de lui répondre ouais mais moi si je
le veux, si je pense que c'est ça qu'il me faut et si je suis convaincue et que je me donne les moyens d'y arriver, alors je peux peut-être y arriver. Voilà. Et ça, c'est plutôt la philosophie à avoir. Moi, encore une fois, si j'avais écouté tout ce que les gens m'ont dit avant de démarrer mon activité, j'aurais jamais commencé. Donc, il faut aussi s'écouter et du coup, voilà, retrouver de la confiance pour pouvoir se dire, ok, ça c'est quelque chose qui me plaît. Ok, je me l'autorisais pas jusqu'à présent, mais si je m'écoute vraiment au fond de moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite, on regarde effectivement ce que vous savez déjà faire qui peut y répondre. Mais encore une fois, on part de qui vous êtes, de ce qui vous fait vibrer. Ensuite, on va regarder ce que vous savez déjà faire et quels sont les compléments pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça qu'on construit le projet. Et c'est comme ça qu'on retrouve de la motivation à repartir travailler parce que on s'autorise, on débloque des croyances limitantes qui vous empêchent peut-être à un moment donné de vous autoriser, de vous orienter vers tel ou tel projet. Donc, bien comprendre son burn-out, apprendre à mieux se connaître pour trouver ce qui nous fait vibrer. C'est aussi donc une façon de dessiner ce que j'appelle la colonne vertébrale de votre activité professionnelle de demain ou de votre deuxième vie professionnelle. Et ensuite, on creuse et dans le cadre des accompagnements que je peux proposer, je vous accompagne jusqu'à la mise en œuvre. En tout cas, je vous mets le pied à l'étrier pour que vous soyez vraiment prêt à démarrer. Même si on a des séances par Skype, moi tout se fait via la vidéoconférence comme là, donc vous allez voir qu'on s'y fait très vite et que au bout d'un moment on a l'impression que l'autre est en face de nous. Vous avez accès à moi par mail si besoin. Voilà, je ne suis pas injoignable entre les séances, bien au contraire, et je suis toujours disponible pour vous aider. C'est mon objectif, moi, et c'est pour ça que je prends très peu de clients à la fois. Enfin, j'en prends pas, en tout cas, énormément, parce que j'attache de l'importance à ce que surtout les clients que j'ai soient satisfaits. Moi, c'est ce qui compte le plus déjà pour ma satisfaction personnelle, pour la vôtre. Et du coup, voilà, je prends relativement peu de personnes en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces accompagnements-là aussi, je travaille avec des partenaires, notamment une psycho-énergéticienne qui nous aide justement à débloquer avec des fleurs de bac, avec des séances de EFT, avec d'autres méthodes, des huiles essentielles, etc. Bref, peu importe, pour débloquer certaines émotions, certains blocages inconscients quand c'est nécessaire, pour vous aider à rebondir, et que ça, c'est compris dans le forfait ou dans le forfait que je propose, notamment dans le forfait équilibre. Et puis dernière chose, c'est que je vous remets aussi une synthèse écrite après chaque séance. Ça paraît peut-être anodin, mais je peux vous dire que la plupart des coachs ne font pas ça, parce que j'y passe du temps forcément. Ça veut dire que je prends 1 heure de plus après les accompagnements qui durent généralement 1 heure et demie par semaine. Je prends au moins 1 heure de plus pour voilà, reposer les choses, les retriturer, les reformaliser, les écrire. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vous demande de le lire quelques temps après, parce que vous savez, en séance, il y a toujours des choses qu'on dit qui passent dans une oreille, qui sortent de l'autre. Or, des fois, on touche du doigt des choses importantes. Et je vous invite du coup à vous reposer les choses, à les relire pour continuer à cheminer sur un certain nombre de choses qui me semblent importantes pour vous permettre de débloquer la situation. Donc moi aujourd'hui je propose 2 forfaits, notamment au-delà de Rebondir dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plutôt la formation en ligne pour les personnes qui viennent d'être concernées par un burn-out, mais dans le cadre de l'accompagnement au projet professionnel, donc j'ai aujourd'hui Équilibre et Action. Équilibre, et généralement c'est la première partie d'action d'ailleurs, donc très souvent on commence par Équilibre. L'objectif du forfait équilibre, c'est de vous aider à prendre des décisions. C'est typiquement un forfait qui est pour vous. Si vous vous posez 36 000 questions, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je reste dans ma branche ou est-ce que je vais voir ailleurs? Mais si je vais voir ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? J'en ai aucune idée. Et le petit vélo dans la tête qui tourne, qui dit mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et vous vous rendez bien compte au bout d'un moment que vous n'avancez pas, que vous tournez en rond et que tout seul, vous vous en sortez pas. Typiquement, si vous êtes dans ce cas-là, le forfait équilibre, il vise vraiment à ça. C'est encore une fois mieux comprendre son burn-out, mieux se connaître, mettre en évidence des pistes, c'est-à-dire la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre activité professionnelle demain pour que vous puissiez vous épanouir. On ressort de là avec des pistes, en tout cas des idées beaucoup plus claires.
Après, vous décidez soit de continuer tout seul parce que c'est bon, vous avez eu ce qu'il vous fallait, soit vous souhaitez continuer à être accompagné dans la mise en œuvre et auquel cas on rebondit sur le forfait action, non pas dans son intégralité, mais uniquement pour les 4 séances qui suivent. Donc vous ne payez qu'un complément du forfait action pour que je vous accompagne jusqu'à la mise en œuvre. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir le site Envolez-moi où tout est expliqué, envolez-moi.com. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on en discute dans le cadre d'un rendez-vous découverte où on fera un petit peu plus le point sur votre situation. Voilà, donc je voulais vous en parler, ça me semble important et bien évidemment aussi approprié à votre, en tout cas au sujet du jour. Alors, les plus, en ce qui me concerne, si j'aime pas trop me mettre en avant, mais c'est vrai que, encore une fois, moi j'ai vécu un burn-out, donc je sais ce que c'est. Très souvent, même si on a des personnes qui accompagnent dans le burn-out, c'est pas forcément des gens qui l'ont vécu. Alors, on peut très bien savoir en parler, et les médecins n'ont pas tous eu toutes les maladies de la Terre avant de nous soigner, hein, donc c'est pas forcément un bon argument. Maintenant, si ça vous parle, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui justement est passé par là et peut vous conseiller par rapport à ça, et ben voilà, il se trouve que moi je l'ai vécu et que c'est rarement le cas, que je suis psychologue du travail de formation, que j'ai une expérience de RH en entreprise. Ça veut dire quoi? C'est important parce que ça veut dire que j'ai la connaissance du monde des entreprises, du monde du marché du travail. Hein, je n'ai pas été toujours conseillère dans un centre de bilan de compétences ou conseillère à Pôle emploi. Forcément, le recul, la vision que je peux avoir du monde du travail, il est enrichi de ces 20 années d'expérience en entreprise et de mon vécu du burn-out. Donc voilà, c'est des éléments qui me semblent intéressants et qui font que du coup aujourd'hui j'allie vraiment la psychologie et ma connaissance du burn-out, mais aussi du conseil à l'orientation professionnelle. Voilà, et ce qui fait ma personnalité, j'allais dire, mais ma particularité, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans les accompagnements que je propose. Et encore une fois, vous allez peut-être en trouver d'autres qui vous répondront mieux. Chacun doit trouver midi à sa porte et prenez le temps de bien choisir votre coach. Donc en tout cas, moi, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors je regarde. Pas OK pour la PEC. Moi, elle m'a permis de découvrir à quel nouvel univers je pouvais rebondir. OK, bon, bah, Caroline a des bonnes expériences. Vous me donnerez vos, vos tuyaux. Parce que, bon, bah, voyez, mais franchement, hein, je pense que c'est une question souvent de personne. Voilà. C'est comme partout. Hein, il y a des bons banquiers, des mauvais banquiers, des bons employeurs, des mauvais employeurs. Il y a des bons conseillers et des moins bons conseillers. Donc Jacques, effectivement, dit oui, tout dépend du conseiller, effectivement. Eric, oui, tout à fait d'accord avec vous. Catherine, et ceux de Jacques, j'y crois, je peux y arriver à partir de la prise de conscience de ce qui me fait vibrer pour repartir dans une autre direction. Ok. Ah, Caroline s'en va, est partie. Et ok. D'accord. Donc, moi, ce que je voudrais peut-être juste pour terminer sur le cas de Jacques, moi, vu de votre situation, par rapport à ce que vous m'avez dit ce matin. La première chose, pour rebondir à ce que je disais au tout début, c'est que, pour vous, le moment est prématuré, puisque vous le dites vous-même, vous n'êtes pas encore en pleine possession de vos moyens physiques. Donc ne vous mettez pas, encore une fois, mais vous me l'avez dit, vous ne mettez pas beaucoup de pression, mais voilà, prenez le temps. Aujourd'hui, c'est trop tôt, et en tout cas, je vous invite à peut-être commencer à y réfléchir, certes, et à vous renseigner, mais à ne pas vous lancer maintenant tant que vous n'avez pas retrouvé, énergétiquement parlant, tout votre potentiel pour pouvoir vous lancer dans cette démarche-là. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'aurais tendance à vous dire, essayez les dispositifs gratuits, hein, mais vous l'avez déjà fait avec l'APEC, vous me disiez que vous n'aviez pas forcément, vous, envie d'y retourner. Peut-être tenter le CEP, là, le Conseil en évolution professionnelle. Bon, à mon avis, ce sera un peu la même chose que l'APEC, mais ma foi, vous pouvez toujours essayer. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça peut vous apporter quelque chose. Si encore une fois, ce que vous recherchez, c'est vraiment un accompagnement personnalisé par rapport à une situation qui est bien précise, moi, je vous invite plutôt à vous orienter vers un coach, en tout cas vers un organisme privé qui pourra vous accompagner sur votre problématique de façon très personnalisée et très individualisée. Je pense sincèrement que dans votre cas, et notamment si vous pensez à la création d'entreprise, je pense que vous devriez démarrer par ça et peut-être choisir un coach qui aussi
a une expérience qui pourra vous conseiller sur la création d'entreprise. Je rebondis d'ailleurs pour dire que sur le cadre du forfait action, autant sur Équilibre, c'est une psycho-énergéticienne, ma partenaire, autant sur le forfait action, vous avez la possibilité d'être accompagné par une consultante spécialisée qui s'appelle La Piste, hein, c'est le nom de son entreprise, dans la création d'entreprise. En tout cas, vous avez une séance de coaching offerte dans le cadre du forfait action si vous vous orientez vers la création d'entreprise. Mais voilà, je pense que du coup, le coach que vous devez choisir doit pouvoir être en mesure de vous parler et de vous répondre sur cette partie création d'entreprise, puisque c'est celle qui va vous intéresser. Ça ne veut pas dire que vous pourrez peut-être aller jusqu'au bout, parce que peut-être que dans un deuxième temps, vous pourrez rebondir sur un dispositif du type chambre de commerce pour aller plus loin dans vos démarches et dans vos, je sais pas moi, vos démarches financières ou autres. Mais en tout cas, je pense honnêtement que c'est sans doute aujourd'hui pour vous le plus adapté par rapport à ce que vous avez déjà fait, par rapport à votre situation où vous avez le temps et où 58 ans, voilà, il ne s'agit pas de se planter de projet, hein, donc les années qui vous restent à faire, vous avez envie de les passer avec plaisir pour faire quelque chose qui vous plaît. Ça prendra du temps, ça tombe bien, vous en avez et vous n'avez pas de pression financière pour pouvoir y arriver. Donc moi, je serais vous, voilà, je prendrai le temps d'investir personnellement dans un coach privé pour vous accompagner. Voilà, en tout cas, c'est vraiment mon avis et mon impression par rapport à votre situation. Est-ce que j'ai répondu au sujet? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Dites-moi. Jacques me dit oui, je prends tout mon temps compte tenu de mon état. Eh bien, vous avez bien raison. Donc, je vais attendre quelques instants pour voir si j'ai des questions ou des retours, savoir si en tout cas le panel là que je vous ai présenté, c'est bon pour vous ou si vous voulez avoir plus d'éléments. Je ne vois rien venir, aucun commentaire, donc je désespère. Mais vous êtes en train d'écrire, ça n'est pas encore arrivé jusqu'à moi, donc pédalez plus vite, s'il vous plaît, pour avoir les messages. Et puis, bon, écoutez, ma foi, je pense que j'y répondrai peut-être après coup. Je vais peut-être pas attendre. Ah, si Jacques qui me dit merci Catherine, je suis de votre avis. Écoutez, en tout cas, merci Jacques d'avoir contribué à ce premier atelier de coaching solidaire. Où vous avez pu faire part de vos expériences. Je trouve que c'est intéressant parce que voilà, certaines expériences viennent conforter mon avis, mais des fois aussi le contredire, comme ça a été le cas de Caroline qui a eu des bonnes expériences, comme quoi c'est voilà, des fois ça peut valoir le coup d'essayer et ça peut vous apporter. En tout cas, je vous souhaite bonne route et bonne continuation dans ce chemin-là et rassurez-vous, on y arrive à rebondir et à trouver un projet qui nous convienne. Encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous lancer, mais attendez par contre le bon moment. Petit à petit, si vous êtes accompagné voilà, avec ce qu'il vous faut et que vous prenez bien le temps de choisir parmi tous ces dispositifs et parmi les consultants que vous pouvez rencontrer, eh bien, vous y arriverez à trouver le projet qui vous redonnera l'envie de travailler. Et ça, c'est super. Je vous dis donc à très bientôt. On reproduira les ateliers du coaching solidaire le mois prochain, le premier lundi du mois. Donc, je vous ressolliciterai sur des sujets qui vous intéressent et qui vous interpellent. Et puis, on recommencera le mois prochain. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.